La société française est également structurée autour de ce que les sociologues nomment des classes sociales. Et ce terme, comme il est central, je me dois tout d'abord de vous l'expliquer. Et en même temps de vous l'expliquer, je vais l'illustrer avec l'exemple de la classe ouvrière au XIXe et XXe siècle, parce que c'est un exemple vraiment parfait de classe sociale. Et l'exemple permet souvent de mieux comprendre l'explication. Donc qu'est-ce qu'une classe sociale? C'est le regroupement d'individus qui partagent des caractéristiques économiques, sociales communes. Autrement dit, au XIXe et au XXe siècle, on a par exemple les ouvriers qui partagent en commun le fait d'être pauvres, d'avoir des conditions de travail vraiment difficiles. Ils ont un mode de vie commun et cela est le premier critère qui permet de dire que c'est une classe sociale. Premier critère, le fait que les individus partagent des caractéristiques économiques et sociales. Et souvent, ils vont se retrouver en position soit de supériorité, soit d'infériorité. En l'occurrence, les ouvriers étaient en position d'infériorité par rapport à d'autres individus. Mais cela ne suffit pas à constituer une classe sociale. Il faut en plus que les individus appartenant à ce groupe partagent une identité de classe, autrement dit un sentiment d'appartenance. Les ouvriers, en plus de partager des conditions de vie difficiles, avaient le sentiment d'appartenir au monde des ouvriers, à la grande famille ouvrière, on va dire. Ils appartenaient et ils se sentaient appartenir à une classe sociale. Et cette identité de classe peut prendre trois aspects. Tout d'abord, une identité historique, temporelle. Lorsque vous étiez ouvrier, parfois vous étiez fils d'ouvrier et petit-fils d'ouvrier. Et puis parfois votre fils était ouvrier. Donc l'identité se transmettait au cours du temps. Elle avait une dimension historique. Et c'est plus facile de se sentir appartenir à une classe sociale lorsque cela se transmet de génération à génération. Deuxième élément, l'identité de classe peut aussi être une identité culturelle. Les individus ont le même mode de vie, le même mode d'habitat, les mêmes normes culturelles, les mêmes normes et valeurs musicales, etc. Enfin, les individus peuvent aussi partager une identité politique, c'est-à-dire une capacité à agir ensemble. Et la classe ouvrière, au XIXe et XXe siècle, a ces trois éléments. L'identité se transmet de génération en génération, il y a un mode de vie commun, des références, des codes même de vie communs, et enfin il y a une capacité à s'unir, à avoir des revendications communes et à les défendre dans des luttes. Voyons maintenant deux analyses des classes sociales vues par deux auteurs des 19 et début du XXe siècle. Le premier auteur, qui était un économiste, sociologue et historien, à avoir étudié les classes sociales, c'est Karl Marx. Karl Marx, au XIXe siècle, il publie de nombreux ouvrages qui tentent d'analyser les classes sociales au XIXe siècle. Mais ce qu'il faut savoir pour lui, c'est que les classes sociales, elles ne sont pas nées au XIXe siècle. Je vous ai mis une citation tirée du manifeste du Parti communiste qui nous dit que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. En fait, pour Karl Marx, les classes sociales, ça ne date pas du XIXe siècle, ça date de l'Antiquité, du Moyen-Âge et ensuite du XIXe siècle. Sous l'Antiquité, on a une lutte pour lui entre deux classes sociales, les individus libres et les esclaves qui sont exploités par les individus libres. Au Moyen-Âge, on a des paysans pauvres, ce qu'il appelle des serfs, qui sont exploités, dominés par des seigneurs. Et enfin, au XIXe siècle, c'est la période qui nous intéresse, il y a aussi deux classes sociales, les prolétaires, qui sont exploités, dominés cette fois par la bourgeoisie. Vous allez me dire, mais ces deux termes, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui les distingue? Eh bien, Karl Marx nous explique que ce qui distingue un prolétaire d'un bourgeois, c'est sa place dans le système économique. Autrement dit, on a le prolétaire, l'ouvrier, qui ne possède que ses bras, que sa force de travail pour subvenir à ses besoins. Il va louer sa force de travail, il va louer ses bras contre un salaire. Tandis que le bourgeois, aussi appelé capitaliste, on verra pourquoi, le bourgeois, lui, possède l'entreprise, il possède les moyens de production, les machines, le facteur capital, d'où capitaliste. Et ce positionnement va susciter chez ces deux populations des sentiments, des intérêts opposés et différents. En effet, le bourgeois a cet objectif, puisqu'il possède une entreprise, d'avoir le profit le plus élevé, le plus important. Le prolétaire, lui, il voudrait un salaire le plus élevé possible pour consommer, pour vivre dignement. Et donc on a une opposition, un clivage, une séparation très forte entre ces deux classes sociales, puisque leurs intérêts ne coïncident pas. Et les bourgeois, les capitalistes, pourront justement avoir tendance à diminuer le salaire des ouvriers. C'est dans leur intérêt, pour augmenter, accroître leurs profits. Mais ce n'est pas dans l'intérêt des prolétaires.
Donc ceux qui possèdent les entreprises, les machines, et ceux qui ne possèdent que leurs bras pour travailler sont en totale opposition du fait qu'ils n'ont pas la même place dans le système économique. Pour cela, Karl Marx avait un terme, ce sont des classes en soi. Une classe en soi, c'est lorsque les individus partagent une même position dans le système économique. Mais ce n'est pas tout. Les classes sociales, pour Karl Marx, partagent aussi une conscience de classe. Une conscience de classe, cela signifie qu'ils ont le sentiment d'appartenir à cette classe sociale. Non seulement les ouvriers sont dominés, mais ils le savent et ils ont tendance à se reconnaître entre ouvriers, entre prolétaires. Et de la même manière, les bourgeois et les capitalistes peuvent se reconnaître entre eux et avoir le sentiment d'appartenir à une même famille. Lorsqu'une classe sociale partage une conscience de classe, c'est une classe pour soi. Donc il ne faut pas confondre classe en soi, classe pour soi. Classe en soi, c'est lorsque les individus partagent des caractéristiques communes, la même position dans le système économique. Classe pour soi, c'est lorsqu'ils ont un sentiment d'appartenance, ils ont conscience d'appartenir à cette classe sociale. Cette conscience de classe n'apparaît pas comme ça. Karl Marx explique que les syndicats, donc des organisations qui défendent les intérêts des ouvriers, les partis politiques, mais aussi les intellectuels comme lui, ont pour vocation et objectif de susciter chez les ouvriers et les prolétaires ce sentiment-là. Parce qu'un ouvrier n'a peut-être pas le temps de se rendre compte qu'il est ouvrier exploité et qu'il a des points communs avec d'autres ouvriers. Les syndicats et les partis politiques sont là pour susciter, faire comprendre et entendre aux ouvriers qu'ils doivent s'allier et qu'ils font partie du même groupe, du même monde. Voilà. Conséquence de cette classe en soi et classe pour soi, comme il y a des intérêts différents, divergents, le fait que les différents individus ont conscience de ces intérêts et qu'ils appartiennent à des groupes différents, les classes sociales sont toujours en conflit. Et ce sont des conflits violents. Au XIXe siècle, il y a des affrontements très violents entre ouvriers et patrons, entre ouvriers et forces de l'ordre. Il y a des dégradations dans les entreprises, il y a même la révolution 1848, Donc voilà, les classes sociales sont toujours en conflit pour Karl Marx. Mais il y a un autre élément dans son analyse de Karl Marx, c'est que l'ordre économique, vous l'avez bien compris, la place des individus dans le système économique, est-ce qu'ils possèdent les entreprises des moyens de production ou est-ce qu'ils ne possèdent que leurs bras, va avoir un impact important sur d'autres sphères, la sphère politique. Pourquoi ? À l'époque, au XIXe siècle, il y a un suffrage censitaire. Alors, suffrage censitaire, ça veut dire qu'il faut payer pour voter et être élu. C'est-à-dire que ceux qui peuvent voter, les électeurs, et ceux qui peuvent être élus, les candidats, doivent payer le cens, qui est un impôt. Le cens CENS. Donc simplement, les plus riches peuvent voter et se faire élire. Donc, le fait d'être dominant, bourgeois ou capitaliste, et de dominer dans l'ordre économique, dans la sphère économique, permet aussi de dominer dans l'ordre politique. Je vous laisse deviner qu'il n'y avait presque aucun électeur ouvrier et aucun élu ouvrier à cette époque. Mais ce n'est pas tout. Le fait de dominer dans la sphère économique permet aussi de dominer dans la sphère sociale, c'est-à-dire d'avoir du prestige et d'être reconnu dans la société. Pourquoi ? Parce que les capitalistes, les bourgeois, ceux qui possédaient les moyens de production et les entreprises, pouvaient mettre en œuvre des œuvres de bienfaisance, aussi appelées la philanthropie, le fait de construire des logements pour les ouvriers, le fait de construire ou de payer des activités, de financer des clubs sportifs, des associations sportives, etc., pour adoucir la vie des ouvriers, afin de calmer leur colère et leur mécontentement. Et donc cela permettait finalement d'avoir un prestige dans une communauté, dans une ville, etc. Donc le fait de dominer dans la sphère économique permettait aussi de dominer dans la sphère politique et la sphère sociale. Un exemple, la famille Schneider au Creusot. Cette famille-là possédait une entreprise, une usine de métallurgie, donc tout ce qui est métaux, acier et fer. Et ils étaient donc bourgeois, capitalistes. Ils ont eu des mandats électifs, ils ont été hommes politiques. Et en plus, ils avaient un prestige dans leur ville, dans la société, du fait d'œuvres de bienfaisance, etc. Mais il n'y a pas eu que Karl Marx qui a pensé les classes sociales, il y a eu aussi un autre auteur. Et cet autre auteur, c'est Max Weber. Et Max Weber s'oppose en partie à Karl Marx. Tout d'abord, pour lui, dans la sphère économique, il y a trois classes sociales. Il ne raisonne pas que en deux classes comme Karl Marx. Pour lui, il y a trois classes sociales. Une classe sociale favorisée, possédante, une classe sociale défavorisée, mais au milieu, il y a une classe sociale intermédiaire, qu'on peut noter classe moyenne ou classe intermédiaire. Et donc là, on a une première différence avec Karl Marx.
Karl Marx ne voyait que deux classes, prolétariat et bourgeoisie. Max Weber, il en voit trois. Les classes sociales, pour lui, se définissent par leur mode de vie, par la consommation de biens et services. Donc si des individus partagent la même consommation, le même mode de consommation, des biens et services, tant en quantité qu'en qualité, alors ils les regroupent dans la même classe sociale. Donc ce n'est pas la même définition que Marx. Ensuite, les individus chez Max Weber n'ont pas le sentiment d'appartenir à la même classe, justement. Ils partagent des caractéristiques communes, mais ils n'ont pas tellement de conscience de classe. Ça peut arriver, mais ce n'est pas obligatoire. Et troisième élément qui découle du précédent, comme il n'y a pas conscience de classe, d'appartenir à une classe sociale, il n'y a pas nécessairement un conflit. Le conflit peut exister chez Max Weber, c'est pas qu'il n'y a pas de conflit, mais les conflits sont plus rares, car il n'y a pas forcément d'antagonisme profond entre ces différentes classes sociales. Mais il y a une autre différence fondamentale entre Weber et Marx. Contrairement à Marx, Weber voit la stratification sociale, c'est-à-dire l'organisation de la société, reposer sur trois ordres, trois sphères différentes, indépendantes. Souvenez-vous, chez Marx, il y a la sphère économique, politique et sociale, mais tout cela est imbriqué. Le bourgeois, le capitaliste, domine dans les trois sphères. Si vous êtes dominant dans la sphère économique, vous dominez dans la sphère politique et sociale. Chez Weber, non. Car il y a trois ordres, trois sphères, mais qui sont indépendantes les unes des autres. Il y a tout d'abord l'ordre économique que nous venons de voir. Il y a trois classes sociales chez Weber. Mais à côté de cet ordre économique, il y en a deux autres, et qui sont indépendants. L'ordre social, c'est-à-dire que Weber va en plus classer les individus selon leur niveau de prestige social, le niveau de reconnaissance sociale, en fonction de leurs actions pour la communauté et la société. Et il va classer donc ces individus en fonction de leur statut, dans des groupes de statut. Mais il y a également un autre ordre, une autre sphère, la sphère politique, qui est le fait d'appartenir à une organisation politique, à un parti politique, et le fait d'avoir des mandats électifs de maire, etc. Et ces trois sphères sont indépendantes pour lui. C'est-à-dire que vous pourriez très bien appartenir à la classe dominante dans l'ordre économique, mais ne pas avoir de prestige et n'avoir aucun pouvoir, aucun mandat politique. A l'inverse, vous pourriez très bien avoir énormément de prestige en étant défavorisé et en n'ayant aucun mandat. Vous dites, bon, c'est un peu abstrait, voyons un exemple simple. L'abbé Pierre, pour ceux qui ne connaissent pas l'abbé Pierre, c'est un abbé qui s'est consacré toute sa vie à la lutte contre la pauvreté, et il a d'ailleurs fondé Emmaüs. L'abbé Pierre n'était pas riche, loin de là, il n'appartenait pas à la classe sociale dominante, alors qu'au niveau de la communauté, au niveau de la société, son prestige était très grand. Donc on peut très bien, et c'est ce que nous dit Weber, classer les individus selon trois critères, et pas simplement un critère économique. Alors que chez Marx, il n'y avait que l'ordre économique qui primait et qui était beaucoup plus important que les autres. Donc à retenir, il y a trois ordres, trois sphères indépendantes chez Weber. Et le fait d'être dominant dans un ordre, dans une sphère, n'implique pas la domination dans les autres sphères. Petite synthèse pour bien voir les différences entre Marx et Weber. Pour Marx, dans l'ordre économique, il existe deux classes sociales différentes, la bourgeoisie et le prolétariat, définies par leur positionnement, leur place dans le système économique. Le fait que ces places dans le système économique soient différentes nourrit des antagonismes, car ouvriers ou bourgeois n'auront pas les mêmes intérêts économiques. Et comme ils n'ont pas les mêmes intérêts économiques, ils vont finir par être en conflit. Autre point, l'ordre économique et le critère économique est le plus important chez Karl Marx dans son analyse, puisque le fait d'être dominant dans l'ordre économique va avoir une influence sur l'ordre politique, le fait d'avoir des mandats, le fait d'être élu, et le fait, dans l'ordre social, le fait d'avoir un prestige, une reconnaissance publique. Chez Weber, l'ordre économique est présent également, mais il y a trois classes sociales. Il introduit une classe intermédiaire qui n'existe pas chez Karl Marx. Mais en plus, et c'est la différence la plus fondamentale, chez Weber, les classes sociales, ce n'est qu'une partie de la stratification sociale. Dans son analyse, il y a l'ordre économique, composé de classes sociales, mais il y a deux autres ordres, deux autres sphères qui sont indépendantes de l'économique. C'est le groupe de statut, autrement dit, le niveau de prestige d'un individu, son niveau de reconnaissance publique, et enfin, le niveau de pouvoir politique. Et donc il classe les individus, lui, selon trois critères, et non un seul critère, comme le faisait Karl Marx.